à tous. Euh, je vais faire ma conférence en chuchotant parce que j'ai plus de voix. Donc voilà, ce sera une conférence option ASMR. Alors ma première conférence, c'est sur les principes mécaniques de base. Je vais pas ni aller en profondeur, entre guillemets, dans les formules mathématiques et tout, ni aborder beaucoup de principes mécaniques. Je vais juste parler des principaux utiles pour faire les robots qu'on peut voir par exemple à la coupe. J'ai ici un lien sur lequel il y a beaucoup plus de détails, notamment mathématiques, notamment sur les engrenages pour ceux que ça pourrait intéresser. Donc le premier système dont je vais parler, c'est celui qu'on utilise le plus nous, c'est le système de bielle-manivelle. Alors la bielle-manivelle, c'est quoi? C'est tout simplement accrocher à un moteur une première barre qu'on appelle la manivelle, sur laquelle on accroche une deuxième barre, la bielle, qu'on accroche à une charge. Alors, il y a plusieurs choses à noter. Premièrement, il faut que la charge ait un rail, un guide, quelque chose, pour qu'elle ne puisse faire qu'un mouvement latéral. Enfin, en fonction de si vous voulez faire horizontal ou vertical, mais qu'il faut que ça puisse faire qu'une grande translation. Le principe de, enfin, l'utilité de ce système, c'est de transformer un mouvement rotatif en mouvement translatif. Ou rectiligne si vous préférez, et ce de façon déportée, parce qu'on peut voir que le moteur n'est pas au même endroit que la charge. Alors il y a plusieurs choses à prendre en compte, notamment concernant la taille de la bielle et de la manivelle. Premièrement, la taille de la manivelle, plus elle est longue, plus le moteur va avoir besoin de puissance pour bouger. C'est comme quand vous tenez une charge par exemple à bout de bras, c'est beaucoup plus compliqué que de la tenir au niveau de l'épaule. Bah là c'est pareil, plus la manivelle est longue, plus ça va nécessiter de puissance pour la faire bouger. Mais il faut aussi noter que plus la manivelle est longue, plus vous aurez de précision dans vos mouvements. En ce qui concerne la bielle, elle est plus longue que la manivelle. Et on peut calculer sa taille de certaines façons. Déjà, si on veut que le moteur puisse faire un mouvement à 360 degrés, il faut que la manivelle fasse, enfin la bielle, fasse comme taille celle de la manivelle plus celle de la distance entre le moteur et la charge. C'est pas compliqué à voir, suffit de tourner le système et ça se voit. Pour le cas où on veut que le moteur puisse faire un mouvement de 180 degrés ou de 90 degrés dans un sens, on utilise Pythagore pour déterminer la taille de la bielle. Et pour les autres cas, en fait, on peut voir que du moteur, enfin, si on prend les 3 points, le centre du moteur, le point de liaison entre la bielle et la manivelle, et le haut de la charge, on a en fait un triangle. Donc c'est assez facile de calculer. Mais pour ceux qui n'auraient pas envie de calculer, parce que c'est long et chiant, on peut tout simplement se dire qu'en général, la bielle fait à peu près 2 tiers de la taille et la manivelle 1 tiers. Tout du moins si vous voulez quelque chose qui fasse un angle pas trop gros. Et du coup, voilà. Et aussi, il faut noter une chose. Autant par rapport, on peut calculer la taille de la bielle et de la manivelle par rapport à la charge quand elle est en haut. Mais il faut aussi que quand les deux sont alignés, quand tout est aligné, la charge puisse atteindre le bas de sa course. Ensuite, les engrenages. Déjà, il y a pas mal de vocabulaire qui peut être intéressant concernant ça. Déjà, il faut savoir qu'un engrenage, c'est un ensemble de 2 roues dentées. La petite, on l'appelle, enfin, pour peu que les deux fassent pas la même taille, la plus petite avec le moins de dents, on l'appelle le pignon. Et la grande avec le plus de dents, on l'appelle la roue. Ensuite, plusieurs roues dentées d'affilée, on appelle ça un train d'engrenage. Et l'énergie est transmise de la roue condimenante à la roue condimenée. C'est-à-dire si vous avez un moteur sur votre pignon par exemple et que la roue tourne grâce au pignon, le pignon est menant et la roue est menée. Voilà, donc ensuite l'utilité des engrenages, ça peut servir à pas mal de choses en fait. Déjà, si on a un pignon menant, la rotation de la roue sera moins rapide, mais avec plus
de couple, moins de puissance. Et on peut aussi utiliser les engrenages pour tourner un mouvement. On peut voir que j'ai ici 2 engrenages faits à la main rapidement. On peut les mettre en angle comme ça pour par exemple faire un mouvement à 90 degrés ou même dans d'autres inclinaisons. Mais il est à noter que prendre des engrenages classiques pour faire ce genre de choses n'est pas forcément recommandé parce que c'est pas fait pour, ça risque de glisser. Donc il y a des engrenages faits exprès pour faire tourner les mouvements, notamment les engrenages coniques, comme on en a une photo ici. Et aussi une petite note quant aux dents. Il faut penser 2 choses. Premièrement, faut que ce soit en forme de cône et non pas en forme de creux, enfin en forme de V. Parce que tout simplement, comme ça fait que quand vous mettez un engrenage dans un autre, ça va pousser la dent au fond et l'aligner correctement. Et aussi autre chose, dans l'idéal, quand on fait une roue dentée, il est intéressant de congédier les angles, comme sur cette image-là, parce qu'encore une fois, ça permet à l'engrenage de mieux s'aligner et ça évite que si une dent tombe contre une autre dent et ça se bloque et ça casse tout. Ah, et aussi une dernière chose par rapport à la taille des creux, il faut qu'il soit suffisant pour que la dent de l'autre engrenage puisse aller jusqu'au fond, mais pas trop large non plus pour pas que la dent de l'autre engrenage bouge dedans, parce que sinon ça va perdre énormément en précision et aussi en fiabilité. Ensuite, la poulie courroie, c'est un peu comme des engrenages en un sens, mais éloignés les uns des autres, avec ce qu'on appelle une courroie, qui est une bande en général, enfin une bande flexible, avec elle-même des dents à l'intérieur. Et ça permet quoi? Ça permet tout simplement de transmettre un mouvement rotatif à distance, parce qu'on a une roue menante, enfin une poulie menante, les deux sont appelés des poulies dans le système. Une poulie menante qui, avec ses dents, va pousser sur les dents de la courroie et la faire tourner. Et les dents de la courroie vont ensuite pousser sur les dents de la roue menée plus loin et la faire tourner à son tour. Donc ça permet comme ça de transmettre un mouvement rotatif. Ensuite, la vis sans fin. Bon, ça, on l'utilise pas si souvent que ça, parce que c'est un cas assez particulier, mais on l'utilise quand même un peu. Donc ça sert à transmettre un mouvement rotatif assez anormal par rapport, enfin, si c'était des vecteurs, ce serait le vecteur normal. Et en fait, le principe, c'est qu'on fait tourner la vis et ça fait tourner la roue au-dessus, et ce sans discontinuer. Dans la mesure où les deux sont fixés, la vis en fait tourner la roue et ça s'arrête pas. D'où le nom de vis sans fin. Ensuite, le système de pignon crémaillère, c'est encore une fois un système pour changer un mouvement rotatif en mouvement rectiligne. Mais là, il y a plusieurs différences. Déjà, vocabulaire, bon, la roue c'est un pignon, la barre c'est une crémaillère. Mais il faut noter plusieurs choses par rapport à la bielle. Déjà, c'est pas déporté, c'est collé. Ensuite, il y a moins de nécessité de faire des efforts pour soulever ou quoi. Donc il y a beaucoup plus d'énergie qui est transmise. C'est aussi beaucoup plus compact et c'est réversible, c'est-à-dire on peut changer un mouvement rectiligne en mouvement rotatif ou rotatif en rectiligne. Alors que la bielle, pour faire tourner un moteur, bon, on peut le faire, mais c'est bizarre. Et donc là, l'idée, c'est que voilà, on a un système beaucoup plus compact et tout ça, mais par contre, c'est beaucoup plus complexe à faire qu'une bielle, parce que la bielle, il faut juste que la charge soit sur un rail et le moteur ne bouge pas, et c'est bon. Alors que là, il faut que non seulement la roue soit fixée, la crémaillère ne bouge pas non plus, et il faut que seul un des deux éléments puisse faire un mouvement rectiligne par rapport à l'autre. Parce que si vous bloquez pas l'un des deux, ça va juste partir tout seul et puis ça va se perdre. Ensuite, l'accouplement à sens unique. Bon, j'ai pas trouvé la photo que je cherchais exactement, mais le principe c'est que des fois, on veut qu'une roue
du moteur arrête la roue. Pour ça, il y a plusieurs solutions. Soit on fait des... Enfin, le principe c'est qu'on fait des roues dentées avec des dents incurvées comme ça. Et il y a plusieurs possibilités pour pas que la roue s'arrête. Soit on creuse les dents et on utilise un matériau flexible, comme par exemple du plastique très fin, de sorte à ce que quand le moteur s'arrête, la roue continue et les dents creuses du coup et flexibles s'inclinent pour passer. Soit on utilise par exemple un système comme ça avec un ressort ici qui fait que quand la roue est élancée, si le moteur s'arrête, le ressort va se plier et la roue va pouvoir continuer. Mais ça va quand même ralentir la roue dans tous les cas, mais ça lui permet de ralentir beaucoup plus doucement que l'arrêt brutal que ferait par exemple un engrenage si le moteur s'arrête. Ensuite, un dernier système, probablement moins utilisé, en robotique tout du moins, mais quelque chose qui est très utilisé dans les automates. Enfin, les automates de ce genre-là, je ne sais pas si c'est un nom particulier, mais les automates mécaniques